L'émission Tom Lapointe en direct. Les meilleurs moments vous sont présentés par la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. Sur les ondes de CNV Radio Numérique, sur le 940 AM et sur Facebook Live, c'est l'émission Tom Lapointe en direct. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être de retour et je suis surtout très heureux de vous présenter avec mon réalisateur Carl Collin les meilleurs moments de Tom Lapointe en direct que nous vous présentons immédiatement avec sourire et avec plaisir. Aujourd'hui, dans ce business-là, tu n'es jamais meilleur que les invités que tu reçois. Et aujourd'hui, on est vraiment comblés. Je suis très content que Pierre ait pensé de m'amener Marc Denis. Quand l'entraînement recommenceront vers la mi-juillet, les séries de 3 de 5 le 1er août, mais il n'y aura pas de spectateurs. Comment vous voyez cette game-là, les gars, Marc et Pierre, sans spectateurs? Je pense que autant la Ligue nationale que la F1, que la NBA éventuellement, voudront s'assurer d'avoir le moins de gens possible dans la biosphère, dans la bulle, là, et on va nous demander de travailler dans nos locaux respectifs. Alors, on ne vivra pas, à court terme du moins, un match sans spectateurs, mais je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on est capable d'entrer dans notre bulle là, sonore et d'en rester là? D'où la réponse aussi de Marc Denis là-dessus, parce que être gardien de but, quelque part, tu dois tout le temps être dans ta bulle. Tu vois tout ce qui se passe. Là, tu as projeté. Est-ce que les athlètes sont capables déjà de s'imaginer de jouer sans foule? Tu ne l'as jamais fait, donc ça doit être... est-ce que tu as une réponse à ça? Moi, j'en ai pas. Bien, évidemment, les comparatifs sont très minces. Mis à part quelques matchs dans la Ligue américaine, peut-être, où on le faisait, on avait l'impression de jouer à huis clos, mais ce n'était pas le cas. C'est difficile, mais moi, je pense qu'ils ont la capacité mentale de le faire et dans les situations extraordinaires, les mesures extraordinaires. Je suis de ceux qui croient qu'on a besoin du sport au cœur de la relance. La relance du portrait global. Là, je ne veux pas faire de la psychologie à 5 cents, je ne veux pas parler d'économie, je ne veux pas parler de sport, je veux parler de tout ça en même temps. On a besoin que le sport reprenne. On a besoin de battre ce sentier pour un retour à une forme de normalité. Et si ça passe, éventuellement, il y en aura des spectateurs, si ça passe par le huis clos pour ce fameux tournoi à 24 équipes, eh bien, je suis convaincu que les athlètes seront en mesure de livrer la marchandise. Est-ce que ce sera le niveau qu'on s'attend de séries éliminatoires habituelles? Peut-être pas, mais ce sera tout de même le meilleur niveau des meilleurs athlètes qui sont disponibles pour le sport. Pour ce qui est du baseball professionnel, parce que je regardais quelques heures au moment avant qu'on rentre en ondes, dans les négociations, ça ne va pas bien du tout entre le baseball majeur, les joueurs, l'association des joueurs et les propriétaires. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Bien, écoute, c'est au niveau financier. On a réglé tout l'aspect santé. Là, au niveau financier, vous savez, il y avait eu une entente il y a quelques semaines. On disait que si la saison reprenait, les joueurs allaient être payés au prorata. Ça avait été accepté. La concession, c'est qu'on disait aux joueurs, bien, votre année, peu importe le nombre de matchs qu'il va jouer en 2020, ça va compter comme 1 an. Et on sait qu'un an de plus pour un joueur, bien, c'est l'autonomie. Donc, ça change le statut des joueurs. Donc, il y avait des concessions des deux côtés. Mais tu sais, Tom, peu importe ce qui arrive, il va falloir trouver un terrain d'entente. Est-ce que tu t'imagines un instant, avec la pression des gouvernements américains, avec la pression de vouloir rétablir la vie normale, donner un peu d'espoir aux gens, il n'y aurait pas de baseball parce qu'on ne s'entend pas financièrement? Moi, j'ose croire que ça ne pourrait arriver. Ça n'aurait aucun bon sens. Ça serait une tâche tellement grave pour le baseball. On a effectivement pris la décision de reporter le Grand Prix. Actuellement, les discussions que j'ai avec la Formule 1, là, écoute, j'ai des discussions presque quotidiennes avec les gens de la F1. J'en ai aussi avec les autorités locales. On regarde quelque chose à la fin septembre, début octobre. C'est un calendrier, évidemment, que si... pour le moment, la première course aurait probablement lieu au début juillet en Autriche. Ça reste à confirmer encore. Il y aurait une partie de Grand Prix en Europe jusqu'à la fin du mois d'août. Et après ça, les courses à l'extérieur du continent européen débuteraient en septembre. Alors, c'est des dates qu'on regarde, mais un peu comme Mario a dit plus tôt, c'est sûr que c'est la santé qui va dominer dans la décision. Mais on souhaite, on est optimiste, réaliste en même temps, mais on regarde quelque chose qui est à la fin septembre, début octobre. Je veux rassurer les gens, on continue à travailler sur des scénarios. Il n'y a aucune décision de prise. On
On est en meeting après-midi encore, puis on regarde chaque élément, puis on va aller au bout de notre exercice, incluant des scénarios que les gens disent, tu sais, ça serait impossible de jouer avec pas de spectateurs, mais on le regarde. C'est sûr qu'après ma barre, pour nous, c'est très, très difficile, mais on le regarde quand même. On essaie de voir des solutions autour de tout ça. Les Alouettes voudraient commencer le camp d'entraînement. Là, ça serait la période. Là. Ils seraient en camp d'entraînement présentement, les Alouettes. Oui. Où s'entraîneraient-ils? Parce que présentement, c'est fermé. Tout est fermé. Puis je ne sais pas si tu as pris connaissance des propos de. Il y a quelqu'un de la Ligue canadienne qui a parlé en fin de semaine. Je ne sais pas si c'est le commissaire, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est le propriétaire des Lions de la Colombie-Britannique, un ami Braley. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il a dit. Mais s'il n'y a pas de saison de la Ligue canadienne cette année, c'est peut-être la fin de la Ligue canadienne. Déjà, c'est pas une ligue qui marchait sur l'or. Hein? Ça on fait des enfants au gouvernement qui doivent le remettre. Là, je pense à nos deux investisseurs de l'Ontario qui ont acheté les Alouettes. Disons que, et d'autres, là, j'essaie de me mettre dans leur peau. Qu'est-ce qu'ils doivent penser? Ben moi, j'ai l'impression qu'ils vont jouer à huis clos et que c'est pas du tout la même chose parce que le hockey sans spectateurs, c'est pas pareil, surtout en séries éliminatoires. C'est souvent la foule qui va faire, pas la différence, mais qui fait que le hockey des séries, c'est passionné, c'est fou. On le dit tout le temps, à chaque fois qu'on va couvrir les finales de la Coupe Stanley, on se dit toujours... L'ambiance est incroyable. C'est Joe, on l'a fait à Nashville, c'était complètement fou. La foule à Nashville qui chante, qui nargue le gardien de but adverse. Tu n'auras pas cet élément-là, surtout d'autant plus que s'ils jouent dans des arénas neutres, j'ai l'impression que, sans dire que ça va être plate, ce ne sera pas la même chose, mais d'après moi, ils peuvent pas... tu ne peux pas jouer devant une foule, là. Pas en série là, pas avant octobre probablement. Puis espérons que ça ne se prolongera pas, mais je ne vois pas ce que la Ligue nationale peut faire, sauf jouer à huis clos. Là, d'après moi, c'est la seule solution. Un diffuseur et tout le monde s'alimenterait à la même, au même diffuseur pour les images, en fait. Et puis, pour les journalistes, est-ce qu'on aurait le droit d'entrer dans l'aréna ou est-ce qu'on serait dans une salle à part? Est-ce qu'on ferait ça de la maison? C'est un paquet de questions qui demeurent sans réponse. Puis là, on parle de recommencer le hockey dans 4 villes qui seraient délimitées pour chacune des divisions. Alors là, tu as 8 équipes ou 7 équipes selon la division dans une ville avec des chambres d'hôtel. Puis là, nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? De quelle façon on se débrouille pour couvrir les rencontres? Si on parle des frontières aussi, en tout cas, c'est un paquet de questions qui fait en sorte que moi, j'ai bien de la misère à penser que ça va commencer aussitôt qu'on le dit. Là. Quand c'est le temps d'être sérieux, à Tom Lapointe en direct, on est sérieux. Et on a posé des questions, j'ai posé des questions directement à des gens et surtout, j'attendais à recevoir ce genre de réponse. Et c'est à ça, à Tom Lapointe en direct, qu'on vous propose un show différent où vous entendrez les vraies affaires. Marc Bergevin, t'appelles-tu toujours comme ami? Il avait dit qu'il serait toujours ton ami forever. Après ce qui est arrivé, il avait dit qu'il est allé te voir, il est allé l'annoncer chez vous. Il t'appelle ça encore ou si vous avez tout coupé les ponts? On a pas mal coupé les ponts. Oui. Ouais. Donc, ça ne s'est pas passé comme tu voulais par la suite? Ben, écoute, c'est comme ça. C'est dur. Ouais. Quand j'étais engagé, je connaissais Marc, c'était pas un ami. C'est une connaissance. Parce qu'on se connaît tous un peu, les Québécois, au niveau de la Ligue nationale. On a développé une belle chimie ensemble, on travaillait bien ensemble, mais il a pris une décision qui a été difficile. C'était vraiment émotionnel quand il est venu chez nous, justement, dans le bureau, ce que je suis présentement, c'est là que ça s'était passé. Et à partir de ce moment-là, on a pas mal coupé les ponts, je te dirais. L'histoire du Canadien, Tom, c'est fini, c'est terminé, c'est mort. Et comment il pourrait ramener ça? Ça va prendre de la volonté. Puis là, cette volonté-là, je ne la sens pas. Tom, il avait parlé de Marc Bergevin là, dans cette conversation-là. Il disait que Marc Bergevin ne voulait pas avoir des anciens dans l'entourage du club. Comment? Le gars, il n'a jamais été une superstar parce qu'il est devenu DG tout à coup. Il se prend pour le pape. C'est quand même pas normal. C'est la manie du contrôle. On veut tout contrôler. Je vais donner un exemple. Bientôt, là, dans les prochaines semaines, là, on va voir, en tout cas, je ne veux pas vendre la mèche, mais il y a un de mes collègues qui voulait parler à Denis Savard.
Denis, là, mon collègue m'a demandé mon intervention. Il dit, tu connais Denis? J'ai écrit à Denis. Il m'a répondu, je n'ai pas la permission de parler. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Parler, là, de la moi, pandémie. Tu sais Donc, comment je suis avec la situation Denis? actuelle, là. Je connais sa femme. Moi, j'ai presque présenté sa femme à Denis Mona. La belle Mona, j'ai présenté. C'est pareil, Mona m'a dit. Et pareil, il m'a dit la même chose. John, je peux pas. Timmons, il sait ce que je pense de lui, moi. Parce que je vais voir plus de matchs de hockey de la Ligue junior majeure du Québec que lui en voit. Puis je lui ai dit, comment ça que je te vois jamais? Il dit, je le sais que tu ne m'aimes pas. C'est pas question que je ne l'aime pas. C'est que lui, il trouve que la Ligue junior majeure du Québec est la moins bonne de toutes les trois ligues au Canada. C'est ça son problème. Tu as vécu ça aussi quand tu étais avec l'équipe Canada. Il fallait que tu te battes pour avoir des Québécois. On a même oublié Mario Lemieux une année. Ben, parle-moi-en pas. Écoute, là, hey, je suis avec Dave King, puis à un moment donné, on a Mario Lemieux qui veut jouer pour le Canada. Mario Lemieux était bien trop fort pour la Ligue junior majeure du Québec. Puis là, Dave King a dit, Jean, tu vas aller répondre à tous les journalistes à Montréal. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas qu'on prenne Mario Lemieux dans notre équipe? Puis d'ailleurs, Sam Pollock me l'avait dit. Il a dit, hey, il va y avoir 21 équipes qui vont prendre Mario Lemieux comme premier choix repêchage l'année prochaine, puis vous autres, vous ne voulez pas de Mario Lemieux, c'est quoi votre problème? Ben, Dave King, il dit, il a fait la réponse suivante, il dit, he can't check his mother. Il ne peut pas mettre sa propre mère en échec. Hey, c'est-tu un affront, tu penses? Si je vous demandais à vous deux, dans un de 6 à 10, Gallagher, est-ce qu'il va signer à Montréal? Si je vous demande à vous deux? Moi, je pense que oui. Oui? Oui, moi, je pense que oui. En fait, le Canadien ne laissera pas partir Gallagher. Je ne peux pas concevoir que le Canadien ne donnera pas à Gallagher le contrat qu'il mérite et qu'il demande. Jonathan? Tout à fait d'accord. Comme j'ai dit tantôt, dans le fond, il a prouvé sa valeur dans les 6 dernières saisons ou dans les 5 dernières saisons en jouant toujours la pédale au plancher. Puis même, ses absences ont été douloureuses pour le Canadien. Des fois, où il a été blessé sur du long terme, le Canadien s'en est ressenti. Ah, ouais. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le Gallagher va être... son contrat va être renouvelé pour plusieurs saisons. Mais je suis content que tu sois là parce que coach des gardiens de but, c'est pas rien, du Lightning de Tampa Bay, qui est probablement une des 5 concessions qui performe le plus sur la patinoire. Comment tu vis ça, ce qui arrive? En plus, tu es un gars de couleur, il faut quand même le dire. Comment tu vis ça, l'histoire de Floyd? Écoute, c'est très difficile parce que ça fait... C'est pas un problème qui date d'hier. La brutalité policière et puis comment un petit peu les minorités visibles sont traitées, l'injustice par rapport aux minorités visibles. Nous autres, on a un petit peu le même problème, mais peut-être le niveau où le problème s'égalise, c'est peut-être au Canada entre les Blancs et les Autochtones au fil des derniers siècles. Tu sais, au niveau aux États-Unis, où quand tu parles des Blancs et des Noirs, c'est très similaire comme problème social, tu sais. Puis, moi, je vis ça un petit peu, tu sais, étant Canadien, tu ne veux pas trop t'ingérer dans les problèmes là, aux États-Unis parce que tu n'es pas Américain, mais c'est sûr que, tu sais, on se demande toujours pourquoi la destruction, mais en quelque part, c'est le désespoir qui porte des fois à la destruction, hein? Donc, tu sais, c'est de regarder ça de l'extérieur, tu te dis, ben, pourquoi qu'ils détruisent tout? Mais quand tu es dans le contexte à tous les jours de cette injustice-là, tu sais, des fois, on peut peut-être voir ça sous une autre lumière. Parce que les gens ne savent peut-être pas si aujourd'hui, il y a un trophée dans la Ligue nationale pour les francs-tireurs, une grande partie provient de la campagne que toi, Tom Lapointe, a mis sur pied à l'époque où tu étais à CKVL. Mais oui, c'était juste avant moi, Claude, sur l'émission. Oui. On avait parti ça sur un coup de tête. Tu te rappelles, je suis allé le voir. Je t'avais dit, regarde, il y a quelqu'un qui a dit à TSN qu'il veut avoir un trophée pour Maurice Richard, pour Gordie Howe. Et moi, j'avais dit, non. Il n'a jamais marqué 50 buts. Le gars à qui ça revient, c'est lui qui a défendu le hockey durant tout le temps. Et c'est de là qu'on est parti
de CKVL, la pétition, d'aller voir Julie Snyder. Et finalement, on a réussi à avoir le trophée Maurice Richard. Ça a pris 1 an et demi, mais on l'a fait. Monsieur Lambert, si vous deviez à choisir entre Guy Lafleur et Gilbert Perreault, qui prendriez-vous dans votre équipe? C'est bonne question parce que tu sais, je les ai côtoyés tous les deux. Hein? Prendre Lafleur. C'est sûr que Gilbert Perreault, tout un joueur de hockey, là, mais je ne sais pas s'il y avait la combativité d'un Guy Lafleur. Tu sais, moi, là, je vais prendre peut-être Guy Lafleur avant, pas peut-être, je l'ai dit souvent. Le seul gars dans mon livre, à moi, qui bat de Lafleur, c'est Bobby Orr. C'est Guy Lafleur, mais ça a été tout un compétiteur, un gars d'équipe. C'est un gars qu'après sa carrière, c'est un gars que lui, ses fans, c'est primordial pour lui. Alors, je ne peux pas dénigrer Gilbert Perreault, mais Gilbert Perreault, il a été élevé dans une ambiance complètement différente. Je l'ai vécu à Buffalo. À Buffalo, j'étais content d'arriver là. Il y avait plusieurs francophones. Mais en même temps, j'ai été très, très, très déçu de l'attitude qu'il y avait dans la chambre, l'attitude des propriétaires, l'attitude de Sperry Bowman. De ce côté, il était directeur et instructeur. C'est la seule place qu'il n'a pas gagné dans sa carrière de hockey. Alors, il y avait un manque en quelque part. Et peut-être, si Gilbert Perreault était resté dans l'organisation du Canadien, protégé par le Canadien, ça aurait fait toute une autre différence. Ça, c'est sûr. On peut nommer Marcel Diane, que j'ai été élevé avec Marcel. On est deux Drummondvillois. Alors, mais tu t'en vas dans une autre ville, une autre ambiance. C'est complètement différent. C'est beaucoup plus dur pour l'athlète en question. La première rencontre avec Marc Bergevin, tu le trouves comment? Tough? Pas tough? Friendly? Oui, friendly. Marc, c'est un gars d'équipe. C'est une bonne personne. C'est un gars qui a beaucoup d'énergie. Donc, j'avais rencontré Martin Lapointe et Scott Mellenby. Ensuite, j'avais rencontré Claude individuellement. Ensuite, puis quand on annonce que c'est fait, de t'appeler tes chums? Non. J'ai signé avec le Canadien. On a réglé ça. C'était un jeudi soir. J'ai reçu le email. Il devait être environ de mon contrat à genre 9h30 le soir. Quelle date? Le 26 avril. Okay. J'ai fait imprimer. J'ai signé. J'ai renvoyé. J'étais allé voir ma mère. Ouais. Puis elle savait qu'il se passait des choses, mais elle ne savait pas trop quoi. Fait que quand je suis rentré, à l'heure que je suis rentré, elle voyait que j'avais quelque chose à lui dire. Fait qu'elle me fait Pis, t'en vas où? Fait que là, il y avait les enfants de mon frère, je ne voulais pas que personne comprenne. Je me suis approché d'elle, puis j'ai dit je vais coacher avec les Canadiens. Là, vous auriez dû voir sa face. Elle est venue. Puis là, elle ne savait pas quoi dire. Elle dansait quasiment. Mais là, il fallait qu'on en parle. Fait que là, j'ai dit, il ne faut pas que tu en parles parce que ça sort de même qu'il ne faut pas le dire. Ton père, pareil. Il a un travail, mais il s'amuse. Ça ne te fait pas peur, tout ce qu'il fait, là, je veux dire, quand il part dans... Ouais, quand il arrive avec des blessures, je suis vraiment genre « Oh my God, papa! » Ça me fait tout le temps peur quand il arrive avec des grosses blessures ou quand il m'appelle puis je lui dis « Est-ce que ça va? » Il dit « Oh non, je me suis juste fendu la tête. » Puis là, je suis comme genre... Écoute, Pierre-Carl, quand tu as une grosse blessure comme ça, est-ce que tu essaies de lui cacher un peu ou si tu lui dis tout? Non, quand j'ai eu mes 17 points de suture au-dessus de mon arcade sourcilière à Atlanta la dernière fois, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais à l'hôpital. Puis elle est partie à pleurer tout de suite, instantanément. Mais pour moi, c'était comme tout allait bien. Puis c'était juste pour dire oh, je suis à l'hôpital, c'est long, je pensais à toi. J'avais le goût de te parler, mais elle a pris tout ça au sens oh non, mon papa est blessé. Tu sais, mais moi, c'était comme il n'y avait rien de spécial. Il prend ça comme rien. Hey, on vous l'avait dit, hein, qu'il y a d'autres choses que du sport dans ce show-là et ça continuera à notre retour. Pour l'instant, on fait une pause et on va revenir dans quelques instants avec le best-of.
we just sang our song. Real bourbon, no apologies. Wild Turkey. It'll find you. Et le but d'équipe Québec. Si, comme la majorité des Québécois, vous rêvez de voir des équipes nationales du Québec nous représenter à l'international, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec au www.feqc.org. Comme 35 nations non souveraines qui ont des équipes nationales, le Québec a aussi le droit d'être représenté sur la scène internationale. Offrant une meilleure visibilité pour joueurs et entraîneurs, c'est tout le Québec qui en sort gagnant. Si vous faites partie des 74% des Québécois qui sont en faveur d'équipe nationale du Québec, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec maintenant. Stade à Cogney, Québec, Québec fortifié, depuis Frontenac à siéger, bombardé. Il arrive que je perde le contrôle. Des fois, c'est moi qui s'énerve. Des fois, ce sont des tranches croustillantes où, à quelque part, je ne peux pas garder le contrôle parce que mon invité, c'est une grande gueule, parce que mon invité dérape, parce que mon invité a du fun. On y arrive donc à ces moments de folie dans Tom Lapointe en direct. Écoute bien, en 1983, j'ouvre la presse un matin. Tom Lapointe écrit à ne plus inviter au même party Mario Tremblay et Michel Baudry. J'avais écrit ça? Mais oui. Comment j'ai pu faire moi, ça? Je me dis, ça se peut parce que une imitation, la personne imitée, quand tu n'es pas habitué, elle n'aime pas toujours ça. Parce que c'est une caricature. Quand un caricaturiste faisait Robert Bourassa, il le faisait avec un gros nez. Bourassa, il n'aimait pas ça, se voir de même. Fait que je m'en vais au forum 2-3 jours après. Puis là, c'était une pratique du Canadien. Puis là, Mario, je le connais à peine. Je le connais. Je l'ai interviewé parce que je commençais à travailler au hockey à TVA. Fait que je dis, Mario, là, il se lève la tête, il me voit. Hey, dis-toi, il faut que je te parle. Je dis, oui, ben, c'est après. Fait que j'ai dit, va prendre ta douche. Fait que il prend sa douche. On s'en va à taverne, pas à taverne, c'était un bar qui avait l'autre côté à Place Alexignon après. Je me rappelle, c'était tout le temps, quand on rentre, Jean Béliveau était là, c'était sur l'heure du dîner. Et là, on s'assied avec. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, quand tu me mets de même, je parle pas de même, tu me fais passer pour un fou. Tu sais. Là, j'explique le principe, tu sais, que c'est une caricature, Mario. Puis tu demandes de commencer avec Serge Savard, c'est quoi son commentaire bien récemment qu'il a fait à propos de Jean Perron, tu sais ça, tu sais, puis tu as dit, ben écoute, ce que je veux savoir simplement, c'est que, non, ce que j'ai dit, c'est que Jean Perron, écoute, ça ne sera pas long. Je suis en train de finir oui, je vais le finir tantôt, mon culte de santé. Ce sera pas long. Alors, ce que j'ai dit l'autre soir, c'est que Jean Perron, son signe astrologique, il est Balance. Puis moi, avoir su que Jean Perron était Balance, j'aurais pas prolongé son contrat. On me dit, mon cher Tom, que j'ai déjà été un imitateur pas trop pire de Gilles Tremblay. Et spécialement quand nous allions manger, tu te rappelles, Tom, un ossobuco chez Piccolo à Pittsburgh. Oui, c'est absolument ça. Je pourrais te faire Peter Stachny avec Mario Tremblay. OK, vas-y. Ben, en plus, la rivalité, on est dedans, des Canadiens et des Nordiques. Mais ça, c'est pour ça que cette semaine, je n'ai pas regardé beaucoup la télévision parce que ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'avec la présentation à RDS et TVA cette semaine, Mario, c'est que les maudits Canadiens, je pense qu'il a gagné 12 fois cette semaine. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. C'est le résumé de nos deux clubs. On vous a planté. On vous a planté, même le soir du vendredi saint, on vous a planté, à part Louis Légueux, là. Les autres, on vous a planté. Même moi, je t'en avais questionné, j'ai dit. Ça, c'est vrai, je m'en rappelle que je l'avais eu sur le nez. Ça, c'était un coup chien. Je vais te dire, Serge, moi mon signe astronomique, c'est oui, c'est Balance, mais j'ai avec moi une Coupe Stanley. Je suis très fier d'avoir gagné malgré tout. Et un jour, comme on le dit, toute vérité, ce sera parce que la vérité sort de la couche des enfants.
Alors, je vous avais dit qu'il y avait des folies à ce show-là. Vous en avez vu quelques-unes. Je vous promets, il y en aura d'autres quand on sera de retour. Pour l'instant, c'est le moment d'aller à la pause et on vous revient dans quelques instants. Tom Lapointe en direct. Si, comme la majorité des Québécois, vous rêvez de voir des équipes nationales du Québec nous représenter à l'international, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec au www.feqc.org. Comme 35 nations non souveraines qui ont des équipes nationales, le Québec a aussi le droit d'être représenté sur la scène internationale. Offrant une meilleure visibilité pour joueurs et entraîneurs, c'est tout le Québec qui en sort gagnant. Si vous faites partie des 74% des Québécois qui sont en faveur d'équipe nationale du Québec, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec maintenant. Stade à Coninck, Québec, Québec fortifié, depuis Frontenac à siéger, bombardé. Ce moment-là, je l'adore. C'est le top chrono que mon invité doit absolument respecter, c'est-à-dire répondre 10 questions en 10 minutes avec l'horloge du temps. Il ne faut pas qu'il se trompe, parce que s'il déborde de l'horloge du temps, dans les questions qu'on a fabriquées, ce sont souvent des sourires, ce sont souvent des surprises pour l'invité. Donc, c'est un moment savoureux. Le top chrono, 10 minutes, c'est pour vous, mais c'est surtout si l'invité ne respecte pas notre horloge du temps dans l'émission, c'est surtout pour nous un avantage parce qu'il devra, notre invité, nous remettre un objet, un souvenir, quelque chose qui lui appartient, qui remettra à notre œuvre caritative qu'on vous présentera à notre retour. Dans quelques instants, je vais demander à mon réalisateur, à Carl Collin, de lancer la musique. Tu as 10 minutes pour répondre à 10 questions. Si tu dépasses, tu vas être obligé de me donner quelque chose. Exemple, un de tes livres autographiés. Je ne sais pas. Il faut que tu fasses quelque chose. OK? C'est bon. On y va avec la sirène? C'est parti. Tu me dis oui, non ou strike out, tu as 10 minutes. Question numéro 10. À Cooperstown, on laisse trop sur le banc des immortels du baseball, dont Jacques Doucet et d'autres Canadiens français. Oui, non? Oui. Pourquoi? Pourquoi qu'on traîne autant avec Jacques Doucet? Parce que malheureusement, on ne connaît pas la culture. Jacques a révolutionné le baseball parce qu'il l'a francisé. Rappelez-vous que le réseau télémédia / radio-média a déjà eu des codes d'écoute de 1 million d'auditeurs à un certain moment donné. La voix de Jacques Doucet était partout. Il a éduqué le baseball. Rappelle-toi, au début des expos, les gens connaissaient un peu moins le baseball. Ou en tout cas, il y avait moins. Jacques a fait un travail remarquable. Et ça, je trouve que le terme de la renommée n'a pas encore saisi tout l'essence et tout ce que Jacques a fait. OK. Question numéro 9. Dryden ou Price dans une septième match de finale de la Coupe Stanley? Dryden. Facile? Facile. Il faisait les arrêts clés au bon moment parce qu'oublie pas qu'il y avait toute une défensive devant lui. Alors, dans ce temps-là, c'est beaucoup plus dur pour un gardien de but de se préparer mentalement. Hein, Dryden, tu vois qu'il était tellement fort mental que pour lui, c'était facile. Et pour prendre une décision de se retirer, tu es dans ton prime après avoir gagné des Coupes Stanley, puis tu te retires en voulant dire je suis plus capable de me motiver. Ça prend tout un homme pour admettre ça. Hulk Hogan, est-ce que c'est vrai que tu l'as battu pour le vrai aussi parce qu'il t'aimait tellement qu'il t'a laissé gagner lors de ton fameux combat? Ben là, écoute, allons-y avec les vraies choses. La lutte, c'est vrai. Ouais. On va y aller avec des vraies réponses. Oui, bien sûr.
Hulk Hogan m'a simplement laissé gagner à cause de l'altercation avec les British Bulldogs que j'ai eu. Alors, c'est vrai que j'ai battu Hulk Hogan, c'est vrai. Puis j'en serai toujours reconnaissant toute ma vie. OK. Numéro 1. Oui. Le Canadien va-t-il surprendre les Pingouins dans une série de 3 de 5? Oui, non, ou ma parole, je ne réponds pas. Non, écoute, je vais dire non, Tom, parce que Marc, je pense, l'a bien expliqué tantôt. Le Canadien ne s'est pas vraiment préparé pour ça. Le Canadien s'est plutôt préparé pour se rebâtir, pour se refaire à partir de tous ses choix au repêchage et tout ça. Je pense que le Canadien va donner une bonne lutte, mais je pense qu'éventuellement, les Pingouins seront tout simplement mieux préparés et mieux montés pour passer au travail. Tu as réussi juste à temps. Quand un gars est habitué, il commence puis il finit juste sur sa sirène. Ça veut dire que tu nous donneras le cadeau pour l'encan quand même. Avec plaisir. Il n'y a pas juste du sport, il n'y a pas juste d'actualité, il n'y a pas juste un petit peu de tout dans ce show-là. Il y a de la musique. Parce que la musique, ça fait partie de la vie. Et la musique, ça donne des liens tellement forts. Et on a eu des liens très forts dans ce show-là. Les voici, c'est pour vous. Pienso como un sueño parecido no volverá más. Que me pintaba la mano. Ay, la cara de azul. Y de improviso del viento la vida me llevo. Allá me hizo volar y en el cielo finito. Volaré, cantaré. C'est ta technique quand tu... Comment tu fais ça? Peux-tu me faire ça lentement? Oh, c'est une technique très gitane après. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflée. Yeah, ignorant le passé, conjuguant le futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Mais tu chantais quoi, Georges? Chante plus un. C'est quoi? Chante Chante-moi. la chanson de Whitney Houston. Non! Vas-y. Non, j'ai pensé Céline Dion. George Houston, à Montréal. Non, Céline Dion, Power of Love. OK, vas-y. Vas-y. Whisper in the morning of lovers sleeping time. Non. Oh, rolling by like thunder now. On a mes écouteurs, je suis plus capable. C'est bon, Georges, c'est bon. Merci, Tom. Le Facebook Live, il vient de se la moitié. Il a commencé, il n'arrêtera pas. Georges, c'était un gag. Tom, il n'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu as... Je l'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Je fais pas des affaires de même avec Georges. Il n'arrêtera pas. Il va chanter ce que t'as infini. Qu'est-ce que tu as fait? En plus... Puis, il continue parce que je dis ça. Fait que si je dirais pas ça, il arrêterait. I'll do all that I can. Aïe. Bonsoir, Céline, comment vas-tu? Je peux pas arrêter avant le refrain, ça arrêter un crime. Les gens veulent entendre le bonbon. Et juste que tu chantes, c'est un crime. All is quiet on a New Year's Day. Il a joué dans les bands en Angleterre. C'est un gars qui écrit d'une façon exceptionnelle. Il a écrit... Dis-leur, tu as écrit une trilogie, Dame, c'est ça? Oui, ça s'appelle La légende de Lézardo da Vinci. C'est une série jeunesse. C'est extraordinaire. Et puis c'est traduit en combien de langues? C'est traduit en espagnol. C'est distribué dans 10 pays à travers le monde. It's true. We can break through, though torn in two. We can be one. Happy birthday
gorgeous, fabulous, amazing Tom. Happy birthday to you. Oh là 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 là. And we can beat the dreams on suspicious minds. Wow! Bravo, 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 bravo! Bravo! What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows, faisais quoi? And did it my way. Yeah! Very good. Adolescent, le fameux film Flashdance, What a Feeling, puis je m'étais toujours imaginé que ce soit joueur de hockey ou joueur de baseball, puis qu'il y ait une vidéo, puis que cette chanson-là joue. Je ne sais pas, elle me permettait de me mettre dans un état d'esprit de What a Feeling, de frapper le coup sûr gagnant, de compter le but en supplémentaire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et tu sais, c'est pas la meilleure chanson au monde, je le confirme, mais c'est celle qui vient me chercher le plus quand c'est le temps de penser, à l'époque, de penser à mes rêves, d'aller aux Jeux Olympiques, tout ça. C'était tout le temps cette chanson-là qui revenait. Pictures come alive, you can dance right through your life. What a feeling. Wow! Wow! Franchement, là. Hey, Dan, j'ai pas mal d'aversion, on va dire. Et je peux te dire qu'après avoir fait cette chanson-là, Tom, j'aurais tout chanté. Breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. I'm waking up, I feel it in my bones, and I have to make my systems glow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Je pense que je suis ici pour une raison importante. Pour ton anniversaire, Tom. Alors, je te souhaite un très bon anniversaire. Et je peux te dire que ça fait longtemps qu'on t'a entendu ici au Québec, au niveau sportif. Puis je sache qu'avec ma génération, je représente, j'ai des très, très bons souvenirs de l'époque où tu étais avec nous ici au Québec. Et je suis heureux de pouvoir renouer connaissance avec toi sur une base plus formelle. Encore une fois, bon anniversaire et heureux de pouvoir le célébrer avec toi. Je souhaite mon Tom, j'aime, que tu sois capable de bien me voir, je te souhaite une bonne fête. Je chante pour le Québec! Il y a tellement de talent chez nous, en musique, en sport et dans tous les domaines. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de les recevoir à Tom Lapointe en direct. On fait une pause et après la pause, d'autres surprises. Si, comme la majorité des Québécois, vous rêvez de voir des équipes nationales du Québec nous représenter à l'international, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec au www.feqc.org. Comme 35 nations non souveraines qui ont des équipes nationales, le Québec a aussi le droit d'être représenté sur la scène internationale.
offrant une meilleure visibilité pour joueurs et entraîneurs. C'est tout le Québec qui en sort gagnant. Si vous faites partie des 74% des Québécois qui sont en faveur d'équipe nationale du Québec, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec maintenant. Stade à Gonnet, Québec, Québec fortifié. Depuis Frontenac à siéger, bombardé. À Tom Lapointe en direct, je m'amuse souvent à vous dire ce n'est pas que du sport. C'est vrai. Mais par contre, il y en a du sport. Quel gardien es-tu le plus fier d'avoir déjoué dans la Ligue nationale? Ben, tu sais. Tous. Pour vrai, non, mais pour vrai, j'ai marqué contre Patrick Roy, contre Martin Brodeur, mais celui que je suis le plus fier, je vais dire Dominique Hasek, parce que c'est quand il était dans son prime à Buffalo qu'il gagnait les Vézina chaque année. J'ai marqué 2 buts dans la même game contre lui. Puis après, le deuxième, il me sacrait après en tchèque. C'est pour ça que je me souviens plus de celle-là, puis ça m'avait marqué vraiment. De marquer 2 buts dans le même match contre le... C'était le meilleur goaler de la Ligue dans ce temps-là pendant une bonne période. Je vais te dire, c'est celui-là que je suis le plus fier. Je vais amener une sous-question à la question de Yannick. Tu as joué dans ta carrière pour les Oilers, tu as joué pour les Pingouins, tu as joué pour les Coyotes et tu as joué pour le Canadien. Si demain matin, on disait que tu vas jouer avec une seule équipe dans la Ligue, ce serait laquelle tu voudrais jouer? Ben, c'est les Oilers. Les Oilers d'Edmonton. Écoute, c'est l'équipe qui m'a donné ma première chance, c'est l'équipe qui m'a repêché. C'est l'équipe que j'ai mes meilleures années, c'est l'équipe que j'ai mis plus de succès, que j'ai mes meilleurs souvenirs. Premièrement, tu pars. Moi, je n'avais pas réalisé avant aujourd'hui comment le golf est important pour sa santé mentale. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Les gens qui sont heureux qu'on ait ouvert les golfs à partir, je pense, la semaine prochaine. Mme Charret a annoncé ça. Tous les sports, le tennis, c'est sport individuel. Alors, c'est clair que le sport, c'est un élément rassembleur. Il y a un élément, évidemment, qui contribue à la santé, évidemment, à faire l'activité. Mais je pense que le sport, comme le spectacle, ça nous permet aussi d'agrémenter notre vie. Alors, écoutez, moi je pense qu'on va retourner au cinéma un jour. On va retourner voir le Cirque du Soleil. On va retourner voir les Canadiens ou les Expos, peut-être. Je pense qu'ils vont commencer à jouer cette année. Ils vont terminer l'année. Ils devraient jouer l'année au complet l'an prochain. Et puis, peut-être qu'à la suite de ça, si tout va bien avec toutes les équipes, qui ont déjà parlé aussi d'expansion. Donc, on ne sait jamais s'ils pourraient pas rajouter deux autres villes au baseball majeur si tout se passe bien dans les prochaines années. Puis, qui sait, ça pourrait être à Montréal. Les joueurs actuels ont un mauvais regard sur les anciens, qui ne vous regardent pas et ne vous respectent pas comme vous êtes, justement à cause de l'âge. Tu parles des joueurs actuels? Je pense pas. Je pense que les occasions manquent vraiment pour qu'il y ait une relation entre les on ne la crée pas, la relation. On essaie. Je pense pas. Je pense qu'on essaie de la créer, mais je pense que c'est pas fait de la bonne façon. Je veux dire, pour moi, on a, j'ai la chance de demeurer à Montréal. Je vais au Centre Bell quand même assez souvent. Mais dans ton rôle, Carbo, dans ton rôle, dans ta position, tu es au temple de la renommée avec des gars comme Flower, des gros gars. Ce que je veux dire, c'est qu'à quelque part, ça ne te tente pas de dire à un moment donné, on peut-tu organiser quelque chose pour qu'il y ait justement le bon chemin, qu'on se retrouve au bon carrefour. On a eu ces discussions-là avec Jeff il y a un petit peu plus qu'1 an maintenant. Moi, c'était mon point de vue. Il y a des choses qui sont arrivées dans les dernières années que je n'ai pas aimées. On a eu des bonnes discussions. Je pense qu'il essaie de faire mieux. Mais comme je te dis, je veux dire, on en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, on essaye vraiment d'isoler les joueurs. Je voudrais juste faire une petite anecdote là-dessus parce que, tu sais, oui, on disait souvent que Jean-Pascal a une grande bouche, il parle beaucoup trop. Puis je m'en rappelle pour le combat contre Lucien Boutet. On était prêt, on était proche de faire la pesée. On était peut-être à 5 minutes d'embarquer sur la balance. Puis j'étais avec Ross, j'étais avec Marc, j'étais avec mon entourage proche. Puis Marc, il disait, tu sais, Jean, mais non, je ne dis pas Marc, tu sais, le monde pense souvent que j'arrive toujours avec des idées farfelues ou extra, comme qu'on dit. Mais souvent, c'était Ross qui me donnait ces idées-là. Ross, on dire que c'est une grande gueule parce que justement, 2 minutes avant d'embarquer sur la balance, il me dit, Jean, il faudrait qu'on te mette un tape sur la bouche.
Là, je dis, mais pourquoi un tape sur la bouche? Mais on dit, tu parles beaucoup, donc on te met sur le tape sur la bouche pour montrer que tu ne vas pas parler cette fois-ci, tu vas juste agir. Et après ça, j'ai repensé à ça. Je dis, ben oui, c'est une bonne idée. Mais je dis, tu sais, je ne vais pas embarquer avec le tape sur la bouche directement. Je vais le mettre seulement quand on va faire le face-à-face à la pesée. Il a dit, ouais, c'est une bonne idée. Puis je ne sais pas comment il a fait. En 30 secondes, il a trouvé un tape gris amusé pour pouvoir mettre sur ma bouche. Du duct tape. Du duct tape, exactement. Il l'a caché dans sa poche. Puis quand on s'est pesé, tout de suite, je me suis retourné, je me suis réhydraté, j'ai mangé mes fruits, j'ai bu mon Pédialat. Puis là, j'ai dit à Ross, c'est le temps, on met le tape sur sa bouche. Puis ça a fait un grand scandale, mais c'était l'idée à Rosenberg. Mais aussi, toute une sportive, quel sport t'aurais pu embrasser et faire? Quelle carrière dans le sport aurais-tu pu avoir si tu n'avais pas décidé de t'en aller justement vers la télé, le cinéma et le 7e art? Ben, de dire que j'en aurais fait une carrière, je ne suis pas certaine parce que je ne sais pas si j'aurais réussi à mettre les efforts puis si j'avais le talent et la physicalité à la base pour en faire une carrière, mais j'ai joué au tennis beaucoup, tout comme mes frères d'ailleurs qui sont même allés à l'université américaine en tennis. J'ai joué de 7 à 15 ans environ au tennis intensément là, en programme sport-études et tout. Fait que si j'avais eu à en choisir un, ça aurait été celui-là, mais quand je suis arrivée à l'adolescence, on dirait que j'ai pris un autre chemin, comme tu peux le voir. Mais le tennis m'attire beaucoup, mais maintenant que j'ai animé Révolution, que si j'avais à recommencer mon enfance puis mon adolescence, ayant essayé le tennis, ben là, j'essayerais d'autres choses, puis j'essayerais genre le hip-hop. Je trouve ça... hip-hop? Ah oui? Ouais, j'aime beaucoup la danse. Je trouve que c'est le mix entre un sport puis un art. Il y a beaucoup d'interprétation, beaucoup de créativité là-dedans. Et en même temps, physiquement, c'est super exigeant. La communauté est le fun. Fait que je pense que j'aurais envie de l'essayer. Ou j'ai envie que l'enfant de mes frères, ils dansent un peu. Sinon, ben, je vais continuer de regarder les autres danser. Il voudrait savoir si vous avez eu d'autres offres après votre congédiement du Canadien dans la Ligue nationale pour être coach. Ben, moi, je devais choisir entre les Nordiques et les Oilers Edmonton. J'avais travaillé avec Glenn Sater à Coupe Canada, puis à Rendez-vous 87. J'avais travaillé aussi avec John Mockler. Je m'étais tellement bien entendu avec ces gars-là. Ça fait que je me souviendrai tout le temps, j'étais sur des terrains de golf après mon congédiement du Canadien. Et là, je recevais des appels de Glenn. Glenn disait, Jean, viens-t'en, on a de place pour toi avec les Oilers d'Edmonton. Mais j'ai choisi les Nordiques comme assistant gérant parce que j'étais tellement déçu d'avoir été congédié comme coach que j'ai dit, pourquoi que je ne commence pas avec les Nordiques comme assistant gérant? Tu as choisi avec les Nordiques alors que tu aurais pu le coacher Gretzky en 86 ou en 87. Tu ne l'as pas regretté. Tu avais coaché, après avoir gagné une coupe avec le Canadien, tu avais probablement coaché la plus grande équipe des années 80 puis une des meilleures de l'histoire des Oilers de ces années-là. Oui, ben c'est sûr que tu regrettes ça, mais à un moment donné, on fait des choix dans la vie. J'ai choisi d'aller avec les Nordiques pour ma famille. Moi, je pense que j'aurais gagné une autre Coupe Stanley avec les Oilers Edmonton. Ça, c'est clair. Moi aussi, convaincu de ça. On vient de se dire les vraies affaires dans le sport, dans le cadre de ce best-of-là, vous en êtes rendu compte. Là, pour l'instant, nous, on va s'arrêter pour une pause et on a d'autres moments intéressants et plus que ça à venir après la pause. Si, comme la majorité des Québécois, vous rêvez de voir des équipes nationales du Québec nous représenter à l'international, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec au www.feqc.org. Comme 35 nations non souveraines qui ont des équipes nationales, le Québec a aussi le droit d'être représenté sur la scène internationale.
offrant une meilleure visibilité pour joueurs et entraîneurs. C'est tout le Québec qui en sort gagnant. Si vous faites partie des 74% des Québécois qui sont en faveur d'équipe nationale du Québec, joignez-vous à la Fondation Équipe Québec maintenant. Stade à Gonnet, Québec, Québec fortifié, depuis Frontenac à siéger bombard. Tu me dis que c'est ta dernière émission. Tu m'as gardé pour le pire ou le meilleur? Ben non, on garde toujours le meilleur pour la fin, tu savais toujours ça. C'est un peu comme avec les Smarties, on garde toujours les rouges pour la fin. Les rouges Les rouges, c'est ça. Quand tu t'en vas dans une carrière comme celle de coach de hockey, ça va avec. Donc, les enfants doivent comprendre. Michel, comment tu composes ça? Est-ce que c'est plus difficile quand ils sont vraiment en bas âge? Ça s'est très bien déroulé. On était les trois ensemble quand on est partis. Les enfants devaient avoir... après mon premier séjour à Montréal, il y a eu un divorce. J'ai eu la garde des enfants et on était tous les trois ensemble. Elisabeth et Charles, il y avait 9 ou 10 ans. J'ai eu la chance d'être bien entouré, avoir beaucoup d'aide. Autant que les gens disent souvent j'ai été bon pour mes enfants, mais je pense qu'eux aussi ont été bons pour moi. Je pense, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça m'a aidé à avoir une discipline de vie, de m'occuper de mes enfants, tout en exerçant mon métier d'entraîneur. À Wilkes-Barre, mon gars, il était waterboy, c'était trainer. Elisabeth amenait au match. Au début, elle passait ses soirées avec le Booster Club. Elle vendait des programmes. Après le match, on partait. Le lendemain matin, j'allais les venir à l'école. Puis je m'assurais d'être là pour quand ils soient là au retour. Donc, il y a eu une belle complicité au fil des temps. Et les enfants ont été très bons pour moi aussi. Justement, parce qu'on parle de changement souvent. Michel, tu as quand même été à Montréal quand tu étais là, tes enfants étaient là. Tu as quand même été longtemps avant. Parle-moi un petit peu de comment, Elisabeth, tu vis tout ça, les changements de ton père, et comment tu as accueilli le fait que, tout à coup, encore une fois, il change de ville. Il connaît quand même la Pennsylvanie, il est coaché à Pittsburgh, et là, il se retrouve un petit peu plus loin, Philadelphie. Comment on vit tous ces changements-là en tant qu'enfant et maintenant en tant que jeune femme? Mais pour moi, it's all I know. C'est la seule chose que je connais. Tu sais, mon père a toujours été un coach d'hockey. Je ne pourrais pas imaginer que ça serait différent. Pour moi, peut-être j'étais un adolescent, j'étais un petit peu plus fâchée, mais là, je suis très contente pour la vie que j'ai vécue. J'ai rencontré plein de monde, j'ai habité dans 2 différents pays. Ça m'a fait la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, moi, je peux me mettre dans une salle avec personne que je connais, puis je deviens meilleure amie avec tout le monde. Mesdames et messieurs, oui, j'ai couché avec Jean-Pascal. Le show répété était dans le même. T'as couché avec Jean-Pascal. Fais attention, là. Il faut que Jean-Pascal en parle. Parce que... Un jeu de mots. C'est quoi cette histoire-là, Jean-Pascal? Il a couché avec toi? C'est que j'avais une voiture, on avait pris ma voiture, puis je ne sais pas pourquoi la transmission, elle a lâché. J'avais pris 2 chambres. Exactement. Jean vient pour rentrer dans sa chambre. Moi, je rentre dans la mienne, je rouvre la porte. Ah! Il y a un gars et une femme dans ma chambre. Je savais pas autant, il y a quelqu'un, le gars qui a fait ce fait là. La madame m'avait vendu une chambre. Fait que là, je dis, madame, on va prendre une autre chambre. Non, il n'y en avait plus. Fait qu'on s'est retrouvé avec le petit I5. On était supposé l'Atlantic City d'une suite. Fait que c'est ça. Alors, on va aller à une deuxième question, parce qu'on a Yannick le fanatique. On a une question pour vous. Yannick? Oui, maintenant, on a une question de Sylvain Briand qui aimerait savoir, Georges, est-ce que tu as apprécié ton séjour à Montréal malgré les blessures et le court séjour? Mais non, mais j'ai apprécié. Jouer dans la Ligue nationale, c'est un privilège. Et j'ai choisi de jouer à Montréal parce que maman me l'a demandé. Puis malheureusement, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai jamais eu de blessures sérieuses dans ma carrière. Puis au camp d'entraînement, après les tests physiques, puis en passant dans les tests physiques, j'ai été un des meilleurs dans tous les tests physiques. Mais malheureusement, au camp d'entraînement, dans une pratique, je me blesse au dos. Je me blesse au dos, puis là, mon aine, mes genoux, tout ont lâché. Là, le médecin, on ne sait pas ce qui se passe, je m'en vais à l'hôpital. On parle au camp d'entraînement, là. Premier camp d'entraînement à Montréal. Le médecin me regarde, hernie discale, il faut que tu fasses opérer 1 an et demi de convalescence.
Je suis comme, what? Fait que là, j'avais 2 choix. Ou je ne fais pas opérer, puis je vis avec la cortisone, ou je me fais opérer, puis pendant 1 an et demi, je ne suis plus là. Fait que tu peux pratiquement dire 2 ans, les gens ne m'auraient pas vu. J'ai pris le côté dangereux, j'ai pris la cortisone, puis j'ai juste joué 60 matchs en 2 ans parce que j'étais tout le temps blessé. J'avais 2. Demande à n'importe qui qui a 2 ans discales. Combine à ça le fait que tu es un joueur physique, tu es un gars qui se bat, des voyages en avion, ça, mon corps ne peut pas suivre. Fait que quand j'ai été libéré le 21 janvier, pour mon corps, c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver. Parce que quand tu prends de la cortisone pour des hernies discales, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu augmentes tes doses de plus en plus parce que ton corps s'habitue. Les doses que je prenais juste pour jouer au hockey, au point de vue santé, c'était différent parce qu'à un moment donné, tu risques une paralysie. Parce que si tu ne sens plus rien, puis tu nommes quand ça l'attaque tes nerfs, imagine-toi qu'est-ce qui peut arriver à un moment donné. Fait que c'est pour ça que pour ma santé, quand j'ai été libéré, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ça faisait quand même 13 ans que je jouais dans la Ligue nationale. À un moment donné, il y a une fin pour tout. C'est arrivé comme ça. Puis j'appelle pas ça une triste fin. Tout arrive pour une raison. Et c'est le départ d'Airwolf, le signal du départ de l'extérieur from the outside. Reactor Lobel still with the lead. Deuxième, second, à l'extérieur, outside, Tiger Woods. Et maintenant, Menaçant is now challenging for the lead. Troisième, third, Tom Brady. En troisième chemin, 3 wide, Bobby Orr is now gaining ground. Et maintenant, dans une poussée, plus loin à l'extérieur, on the far outside, c'est Secretariat. On est dans le tournant. They're on the turn. Et Reactor Lobel est toujours en tête, still with the lead. À l'extérieur, outside, c'est toujours Tiger Woods. En troisième chemin, 3 wide. There goes Secretariat. Tom Brady is moving up in between horses. Il est entre 2 adversaires. On vient compléter. Coming down to the wire. Reactor Lobel. Outside, à l'extérieur, Secretariat. Plus loin, Tom Brady. Voici le fil. Here's the line. Reactor Lobel. Les voici. Here they are. Mais moi, ce que j'aime de Baudry, c'est que de temps en temps, Chris, elle ne l'attend pas, puis d'un coup, Chris, il arrive au beau bien des lits. Ah ben, tabarnak, là, il me fait plaisir. Là, on s'assit, puis on rase, on parle de boxe. Et là, ben, là, il dit tout le temps, il me semble que Chris pourrait faire un petit bout avec Hilton encore. Là, Baudry me dit, ben non, Régis, tabarnak, oublie ça. Là, ben là, fait que là, je t'oublierai d'oublier ça. Et Régis, on t'aime bien fort. Puis continue de te battre jusqu'au bout. Puis surtout, je suis convaincu que tu vas passer des très bons moments parce que quand tu partiras, tu seras accompagné de ceux qui t'aiment le plus. Ça veut dire tes amis et surtout ta famille. Ouais. Merci beaucoup, Tom. Et puis, je suis bien content que ça s'est passé. Quand je suis encore en vie, comme moi, c'est mort. C'est quand le gars est en vie qu'il y a une grosse arrière de main. Tu mérites de lever sur. Après moi, comment qu'il dirait, on fait ça en face. C'est bon, mais c'est du vrai Régis. Voilà, ça termine avec Régis Lévesque, une petite note nostalgique, mais pour vous ramener un sourire en vous disant parce qu'on va revenir. On va revenir au cours de l'été avec ce genre d'émission-là encore améliorée de Tom Lapointe en direct. Je tiens à remercier toute la gang, c'est-à-dire Carl Collin à la réalisation, Dan Moisan, notre homme orchestre, Yannick Terrien, celui qui pose les questions de temps en temps farfelues, mais avec qui on a beaucoup de plaisir, à la rédaction en chef, Marcel Vaillancourt, et surtout, et également, mon associé, Jean-Jean Pelletier, avec qui, tous ensemble, nous vous promettons plein de belles choses. Bon été à tout le monde, et on a très hâte de revenir pour d'autres aventures à Tom Lapointe en direct.